je dirais, de façon allusive, évoquer la question du sentiment. Hein. J'ai l'impression que là, pointer la question de l'affect, mais plus comme une sorte d'accessoire. Hein. Alors, si j'en parle, c'est parce que tout à l'heure, vous disiez, le sexuel qui est communiqué par l'adulte à l'enfant, c'est un sexuel refoulé. Hein. Et justement, ça c'est le problème de l'affect. Rien que là-dessus, ça m'intéresserait de vous entendre. C'est-à-dire, le statut de l'affect chez Freud est un statut métapsychologique problématique jusqu'à la fin, hein, puisqu'en principe, ce qu'il caractérise, c'est de ne pas être inconscient, justement. Hein. Encore qu'il y a tout le débat autour du sentiment de culpabilité inconscient, etc. Mais ce que je trouve intéressant, c'est est-ce qu'on pourrait dire que le sexuel qui passe est un sexuel refoulé, sûrement s'il est question de la représentation. Mais alors, qu'en est-il du sexuel qui passe du côté de l'affect? Et ça, je trouve ça intéressant parce que du coup, ça réouvre une autre question encore, qui est la problématique même de la séduction. C'est-à-dire, au fond, la question, c'est qu'est-ce qui séduit? Et vous dites, au fond, l'ombilique de la séduction, en quelque sorte, c'est un terme à moi, mais enfin, ce serait, enfin, la raison dernière, ce serait l'énigme. Que ce qui est séducteur, c'est l'énigme en elle-même. Hein. Et je me demandais, mais au fond, n'y a-t-il pas aussi dans la séduction quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'énigme, mais qui est de l'ordre de la décharge, tout simplement, qui est de l'ordre de l'acte, hein, puisque ce qui caractérise métapsychologiquement l'affect, c'est au fond d'être, eh bien, un moment de la pulsion où ça se décharge, là où la représentation, typiquement, est dans l'investissement, hein, la Besetzung, en quelque sorte. Et donc, est-ce qu'on ne peut pas penser qu'il y a quand même quelque chose qui est communiqué à l'enfant de l'ordre d'une décharge pulsionnelle, donc d'un plaisir pris effectivement, hein, mais qui ne serait pas de l'ordre de l'énigme, qui serait plutôt, au fond, ce moment de passivation de l'enfant essentiel. Je dirais bien plus que la passivation via l'énigme de la représentation énigmatique ou de signifiant énigmatique. Je m'excuse de devenir un peu complexe, j'espère que M. Laplanche me suit, ou plutôt me comprend. N'introduisez pas le caractère parce que là je serais perdu. Non, on laisse le caractère pour tout à l'heure. Encore que la question du caractère est passionnante parce que ça relance la question de l'affect justement. Si vous me permettez, juste un tout petit mot. Dans les 3 essais, Freud utilise quelque chose qu'il ne réutilise plus après ou très peu, c'est les fameuses digues psychiques. Hein, il parle des digues psychiques, hein, que l'adulte met à l'enfant et dont on voit qu'elles donnent des formations réactionnelles. Les formations réactionnelles sont typiquement du côté de l'affect, hein, la question de la pudeur, du dégoût, hein, ces moments où l'enfant dit bec, par exemple, enfin, etc. Donc, mais laissons le caractère, d'accord, on n'aura pas le temps, c'est pas grave. Je trouve plus important d'en venir vraiment à cette question de l'affect, hein, et de vous demander, au fond, qu'est-ce qui fait qu'il y a... J'ai l'impression qu'il y a une espèce de méfiance de l'affect chez vous. Une sorte... comme si vous ne savez pas trop ce qu'il fallait en faire. Et d'ailleurs, vous le dites explicitement, hein, au fond, comme si le facteur, l'axe économique freudien, vous êtes comme si... der ist Ihnen nicht ganz geheuer, on dit en allemand. Ça ne vous est pas trop... voilà. Et vous le dites explicitement. Non, à propos de la poussée, hein, les 4 déterminants de la pulsion, vous dites bien, mais au fond, la poussée... Est-ce qu'on en a vraiment besoin, hein? C'est-à-dire justement ce caractère quantitatif qui est typique de l'affect aussi, hein? C'est-à-dire au fond d'une poussée qui se décharge, qui ne veut que ça d'ailleurs. Enfin, je vais m'arrêter parce que... Oui, il y a tellement de choses dans ce que vous dites que je vais avoir du mal à y naviguer, sinon un peu comme ça à la godille. D'une façon générale, je suis assez... en première analyse, assez adepte de la théorie freudienne de l'affect. Hein. Je ne pense pas du tout que Freud ait négligé l'affect, il en a parlé, mais il n'en a pas parlé comme inconscient. Hein. Et à mon avis, il n'a peut-être pas eu tort. Hein. Je pense d'autre part que l'affect, après tout, se trouve aussi bien, je dirais même davantage, dans la relation d'attachement et de tendresse que dans le sexuel, peut-être même bien plus. Et que là, c'est aux spécialistes de l'attachement à nous en parler, après tout. C'est leur rôle, ils observent l'enfant. Moi, je n'ai rien à redire, au contraire,
je bois leurs paroles et tout ce qu'ils peuvent nous dire de l'affect, mais souvent, vous savez, ce qu'on essaye de dire de l'affect, on a beaucoup de mal, Oui. parce qu'on le dit avec des mots, avec de l'intellectuel. Donc ce qu'on dit de l'affect, on le dit pas affectivement. Ou alors il faudrait parler de l'affect avec affect. Alors, privilège de la représentation, certainement pas. C'est là que, bon, il se trouve que, comme beaucoup de personnes en ont le droit, j'ai quand même évolué, n'est-ce pas? Et bon, heureusement, je ne parle plus de signifiants énigmatiques, je parle de messages énigmatiques. Pourquoi? Je l'ai expliqué clairement, parce que tout signifiant est énigmatique en soi. Si vous prenez un signifiant stylo, si séparé de son contexte, c'est parfaitement énigmatique, ça veut dire tout ce qu'on veut. Hein. Bon, donc, que le signifiant énigmatique, c'est une tautologie. Par contre, qu'un message soit énigmatique, ça veut dire que il a plusieurs contextes possibles, mais on en a choisi un. Hein. C'est tout à fait différent. Hein. Rendre un message énigmatique, c'est beaucoup plus difficile que de rendre un signifiant énigmatique. Fermer la porte, qui est un message, c'est beaucoup plus difficile de le rendre énigmatique que de dire, encore une fois, crée. Bon. Donc, j'ai utilisé message parce que ça me paraissait plus exact. Bon, il se trouve que signifiant énigmatique a fait un peu succès. Bon, je ne le renie pas, mais c'était une approximation que je n'utilise plus maintenant. Par contre, j'ai parlé de signifiants désignifiés, c'est-à-dire des signifiants refoulés. C'est tout à fait autre chose. Les signifiants énigmatiques se situaient au niveau du message de l'adulte à l'enfant, tandis que ce que j'appelais signifiants refoulés ou signifiants désignifiés, c'est-à-dire qui ont perdu une partie de leur contexte et par là même sont redevenus énigmatiques, hein, c'est ce qui devient inconscient. Donc de ce point de vue-là, alors que je fais plutôt une mise au point qu'une réponse pour l'instant. Alors, vous avez parlé à plusieurs reprises de décharge. Je pense que le propre de la sexualité infantile, économiquement parlant, c'est que loin d'être de l'ordre de la décharge, c'est-à-dire disons finalement aboutissant à l'orgasme, est au contraire de l'ordre de l'excitation. C'est l'excitation qui recherche l'excitation. Donc je pense qu'il y a une différence économique considérable entre la sexualité adulte domestiquée, qui est la nôtre, qui aboutit à l'orgasme, qui aboutit à la décharge et à la détente, et la sexualité infantile, dont un des caractères est justement de rechercher la charge, rechercher l'excitation, pour l'excitation. Et ça, on le voit bien chez beaucoup d'enfants. Alors, représentation de choses, oh, c'est un peu technique, je ne vais peut-être pas entrer là-dedans. Hein. Mais j'en profite, puisque vous parlez d'excitation. Oui. Parce que justement, est-ce qu'on pourrait dire que l'enfant est en quelque sorte excité par ce contact, oui. Et il n'a pas cette capacité de l'adulte de la décharge. Hein, et que là, il y a effectivement cette dissymétrie. Hein, mais il y a bien une excitation qui se fait du fait de la décharge chez l'adulte. C'est ça qui me paraît important. C'est-à-dire un moment très actuel. Est-ce qu'il y a une décharge chez l'adulte quand il soigne l'enfant? C'est pas sûr. Ah, je pense que la question de l'affect contient la question de la décharge, par définition. Oui, enfin... Et je voudrais... j'ai l'impression que c'est impossible de parler du sexuel sans parler de la décharge, en quelque sorte. Hein, c'est-à-dire, au fond, de l'acte, de l'effectuation, hein, oui. et non pas de la suspension. Hein.
Sinon, vous revenez en arrière par rapport à ce qu'il y a de scandaleux dans votre propos. Enfin, il me semble. Non, pas du tout. Mais je pense pas. Salutairement. Je pense pas du tout qu'on puisse mettre dans un même sac la question de la décharge, voire de l'orgasme d'une part, pour dire les choses crûment, et celle de la décharge d'autre part. Hein. Je pense pas que ce soit des deux questions semblables. Et il faut pas oublier. Il faut pas oublier. Et c'est là que je rends hommage, ce qu'on ne veut pas comprendre, mais que je rends hommage sans cesse aux éthologistes de l'attachement, auxquels je fais un gros reproche en même temps, mais je leur rends hommage parce qu'ils explorent cette communication. Prenez quelqu'un comme Dornès, dont j'ai publié récemment le livre traduit de l'allemand. Bon, eh bien, il donne une place fondamentale à la communication adulte-enfant. Hein, communication en grande partie innée. Donc, que les affects, ou que ce soit des signes d'affect ou des mimiques, il est certain qu'il y a une communication adulte-enfant innée. Mais c'est sur cette communication innée que vient parasiter, pourrait-on dire, l'inconscient sexuel de l'adulte, et ça, il n'y peut rien. Vous trouvez chez Freud un texte dans la discussion de la Société de Vienne, où Freud dit: la preuve que la sexualité infantile revient chez l'adulte en présence de l'enfant